Alors bonjour à tous, pas de panique si vous m'entendez pas bien, je suis juste loin du micro et en revanche près de notre invité. Et ça devrait vous permettre de très bien l'entendre. Vous êtes déjà 56 en ligne. Je rappelle les règles du jeu. Comme vous êtes nombreux sur le webinaire, posez les questions dans le QR, questions et réponses, et c'est moi qui me charge de faire le lien. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Sita Gakou, qui est infirmière en pratique avancée à l'équipe de psychiatrie du sujet âgé du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui couvre les 9e, 10e et 19e arrondissements. C'est une équipe qui existe depuis quelques années déjà, quand même, donc une belle expérience à partager. Vous connaissez aussi le principe, hein, on est du côté du partage d'expérience, justement. Donc, dans la salle, on pourra poser des questions. Si vous le faites en ligne, je ne vais pas forcément systématiquement interrompre notre invité, bien entendu. Mais s'il y a un blanc, je glisse les questions. Et sinon, à la fin, on prévoit un temps large de questions et réponses. Et je passe la parole donc à notre invité. Donc oui, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je m'appelle Sita Gakou, donc je suis infirmière en pratique avancée. Je travaille sur l'équipe mobile donc de Paris, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et nous sommes rattachés en fait au 7e secteur de psychiatrie, 10e arrondissement. J'ai préparé un PowerPoint et en fait je vais vous dérouler tout ça au fur et à mesure pour que vous puissiez aussi suivre avec moi du coup ma présentation individuelle, puisque je vais reprendre avec vous un petit peu mon parcours professionnel, ce qui m'a amené justement à la pratique avancée et le développement du coup en parallèle de l'équipe mobile qui existe depuis 2015. Pour commencer, donc mon parcours professionnel. Donc en fait, je suis infirmière diplômée d'État en 2001, donc ça remonte un petit peu maintenant. J'ai travaillé en secteur hospitalier pendant une dizaine d'années. C'était sur l'hôpital de Maison Blanche, hein, qui a maintenant fusionné avec le GHU Paris, puisque c'est maintenant Maison Blanche, Sainte-Anne et Péray-Vaucluse. Et donc j'ai travaillé justement sur le 20e arrondissement de Paris pendant une dizaine d'années en secteur hospitalier, sur le 27e secteur, donc anciennement Montjuïc de Caussade. Voilà. Et ensuite, j'ai intégré le CMP, pareil, du 20e arrondissement, CMP l'Espagnol, pendant 3 ans, donc entre 2011 et 2015. À partir de 2015, j'ai été sollicitée pour intégrer une équipe mobile en création, une équipe mobile donc de psychiatrie du sujet âgé. C'était à la demande donc de l'ARS. Et en parallèle, je faisais également une formation en master sciences cliniques soins infirmiers. Et ça a été en fait de 2000 ans. Ouais. Alors l'équipe, oui, alors du coup, je vais quand même continuer, on verra après pour les slides. Donc ensuite, j'ai intégré donc la fameuse équipe mobile donc en 2015 et en parallèle, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un master sciences cliniques soins infirmiers et qui était en fait en réalité un master précurseur de la pratique avancée, puisque la pratique avancée a été mise en place en France qu'en 2016 et ce master, je l'ai fait entre 2012 et 2014. Sur la France, il n'existait que 2 masters précurseurs. C'était celui de Aix-Marseille et l'EHESP et également celui de Sainte-Anne Formation et de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc moi, j'ai fait une première année sur le HESP et ensuite j'ai fait ma deuxième année sur Sainte-Anne Formation et VSQ. Donc là, on est dans les années à peu près 2016. La loi arrive, mais pour la France, en fait, la pratique, enfin pour la psychiatrie, pardon, la pratique avancée a vu le jour qu'en 2019. Sachant que pour la pratique avancée, on a plusieurs mentions, donc je vais juste revenir rapidement dessus. On a la mention donc psychiatrie et santé mentale, comme je vous l'ai dit avec le décret 2019. On a la mention aussi pathologie chronique stabilisée. On a la mention onco, hémato-onco, néphro, et la toute dernière, c'est la mention urgence. Voilà. Donc là, je pense que dans le système de santé que vous connaissez tous, vous avez peut-être déjà croisé en fait des IPA qui exercent en PCS, pathologie chronique, néphro, onco, ou en tout cas psychiatrie. Voilà.
En parallèle de tout ça, donc j'ai voulu aussi approfondir mes connaissances en psychiatrie du sujet âgé, puisqu'on est quand même sur une surspécialité hein, de ce que, enfin, depuis 2017. Donc du coup, j'ai fait un DU en psychiatrie de la personne âgée en 2018 puisque j'étais pas encore IPA officielle, puisque les décrets sont arrivés qu'en 2019, et donc je me suis dit qu'il fallait quand même approfondir mes connaissances dans le domaine, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai exercé uniquement auprès d'adultes, et non pas de personnes âgées spécifiquement quoi auparavant. Donc 2020, c'était le diplôme d'État IPA, où il a fallu retourner à l'université pour valider tout ça, mais bon, j'ai fait une VAE, donc j'ai pas fait non plus tout le cursus parce que j'avais le master précurseur en amont. Et en 2023, bah, en fait, je me suis aussi intéressée pas mal, hein, de par mon expérience sur le terrain à la dicto. Et pour cela, en fait, pareil, j'ai voulu aussi approfondir mes connaissances en la matière et donc j'ai fait un DU en addictologie. Voilà. Euh, Ensuite, je voulais vous parler aussi de la pratique avancée au sein de l'institution euh, dans laquelle je travaille, donc le GHU Paris. Actuellement, nous avons 18 IPA diplômés, donc dont 4 étudiants en cours. Euh, je vous en parle parce que je pense que l'institution est importante aussi pour les IPA puisque exercer en tant qu'IPA, c'est pas non plus une volonté juste propre, hein, c'est aussi une volonté en fait de l'ensemble de l'établissement, des besoins aussi en la matière. Et là, notre établissement, que ce soit Maison Blanche en amont pour moi ou maintenant les GHU Paris, on a toujours été en fait accompagné et aussi euh, enfin, il y a toujours une vraie volonté, en tout cas, de développer la pratique avancée au sein de l'établissement et au sein de notre institution. Et donc, il y a un accompagnement quand même assez rapproché avec la direction des soins, déjà à l'époque et aussi maintenant. En termes d'activité, les IPA dans l'ensemble, hein, y compris moi, on a donc un temps d'activité clinique, donc auprès du patient, auprès de mon équipe mobile hein, en la matière, et on a aussi un temps d'activité, comme on dit, plutôt transversal, puisque les infirmiers en pratique avancée, certes, exercent dans leurs équipes, dans leurs services respectifs, mais ont aussi des missions d'enseignement, de formation de recherche. Et c'est ce qu'on appelle, nous, plutôt ce fameux temps transversal, où on répond aussi parfois aux sollicitations de l'institution. On se voit de temps en temps, hein, nos collègues IPA du GHU, donc tout le monde se connaît. On a des réunions, on parle parfois de collège IPA ou de communauté d'IPA. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme pour les psychologues, comme pour d'autres professionnels hein, de santé. Et donc on a des temps où on se rencontre, on échange, où on a aussi des projets communs, des objectifs aussi à atteindre, à la demande parfois de l'institution ou de nous-mêmes, des projets de recherche qu'on peut aussi développer ensemble, etc. La plupart des IPA intègrent aussi les instances hein, de l'établissement, comme tout ce qui est CLUD, les clans, les CCRMT, la maison des usagers, les directoires. Enfin voilà, ce sont des structures, des instances en fait qui existent hein, dans tous les établissements et que les IPA sont invités à intégrer. Et à côté de ça, on fait aussi des formations en interne, donc pour l'établissement, où on peut être amené à être sollicité par la formation continue de notre établissement pour proposer du coup des formations. Et on peut être aussi du coup proposer aussi en fait par notre propre chef des formations, comme on l'a fait dernièrement avec une de mes collègues IPA. Donc on a proposé une formation sur le raisonnement clinique infirmier. Et moi, je fais aussi en parallèle des formations, par exemple, sur la visite à domicile, puisque c'est mon quotidien et que je peux aussi proposer ça à mes pairs. Alors, l'équipe mobile, comme je vous l'ai dit, elle a démarré en 2015 et ça a été en fait suite à une réponse à un appel à projet de l'ARS Île-de-France, avec qui donc on a du coup collaboré pour justement développer cette fameuse équipe mobile. Alors le territoire, c'est le 9-10-19 comme on vous l'a déjà dit, et du coup ça correspond aussi au même territoire que le territoire gériatrique. Voilà, donc on a un parcours de soins qui est parallèle à celui de la gériatrie, pour, je pense en tout cas à la DAC, M2A DAC, qui pareil, 9, 10, 19, en tout cas à l'époque c'était le cas. Alors,
En ce qui me concerne moi, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe mobile 2015, mon intégration 2015, la pratique avancée en parallèle. Donc en fait, il m'a fallu développer à la fois l'équipe mobile avec mes collègues, bien sûr, et également la pratique avancée en parallèle qui n'existait pas vraiment en France. Donc ça n'a pas été si simple que ça. Mais au final, en fait, les deux ont pu aller de pair et donc j'ai pu exercer et développer, passer de novice en pratique avancée, et aussi de novice en psychiatrie du sujet âgé, à développer maintenant une expertise dans les deux domaines. Donc ça a été quand même assez intéressant et si c'était à refaire, je pense que je le referais. Très éprouvant, mais à la fois très très intéressant. Alors, pour notre équipe mobile, hein, pour aller un petit peu dans le vif du sujet, c'est vrai que la plupart des équipes, on commence souvent à prendre en charge les personnes âgées à partir de 65 ans. Quand on a démarré à la demande de l'ARS, on nous a dit, bon, ben, vous allez avoir comme population 75 ans et plus. Et tout de suite, en fait, on s'est rendu compte que c'était trop, l'échelle était trop haute et qu'on avait une très, très grosse demande en dessous de 75 ans. Alors du coup, on a échangé pareil avec l'ARS qui écoutait vraiment ce qu'on leur disait aussi, hein, donc de ce côté-là, il n'y avait aucun problème. Et donc, on a baissé la tranche d'âge à 70 ans. Voilà, parce que on s'est mis aussi, enfin le médecin qui travaille avec moi sur l'équipe mobile est anciennement gériatre, enfin elle a une casquette aussi de gériatre, mais maintenant elle est psychiatre. Et du coup, elle me disait que en même temps, en gériatrie, c'est pas avant 80, 85 ans. Donc, si on baissait un petit peu trop la tranche d'âge, ça compliquerait aussi notre prise en charge et nos orientations derrière. Donc, on a fait le choix de que ce soit 70 ans. Et donc, du coup, on fait pas les 69 ans, on fait vraiment les 70 ans et plus. Euh, on intervient à la fois sur le domicile, donc sur les 3 arrondissements parisiens, et assimilés. Alors là, ce sont les EHPAD, hein, tous les lieux de vie en fait des sujets âgés. Donc ça peut être les foyers logements, enfin voilà, les structures en tout cas qui peuvent héberger nos aînés. Euh, En ce qui concerne les troubles, hein, ce sont plutôt des troubles enfin des troubles d'allure psychiatrique, hein, puisque quand on arrive en première évaluation, enfin on ne sait pas trop à quoi nous avons affaire et que bien sûr on a aussi tous les troubles du comportement qui peuvent être associés à ces pathologies. Alors notre équipe, elle est pluriprofessionnelle. Je vous montrerai la composition de mon équipe juste après. En termes de missions, donc ça, ce sont les missions un petit peu globales hein, de l'ensemble des équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé, où on essaye d'apporter une expertise psychiatrique. On évalue les troubles, on propose parfois des diagnostics parce que bien souvent, les diagnostics sont pas forcément posés. On peut proposer aussi une thérapie médicamenteuse, aussi non médicamenteuse. On établit un suivi de courte durée pour certaines équipes. On participe aussi à la fluidification du parcours du patient, tout ce qui est coordination, articulation et organisation, bien sûr, de l'ensemble. On essaie d'éviter aussi les doublons avec les réseaux existants, puisque on peut nous solliciter pour une intervention pour une personne âgée, mais la personne peut être également suivie par un psychiatre libéral, par le secteur, etc. Donc, charge à nous, en tout cas, d'éviter quand même ces doublons-là. Et par la suite, on propose une orientation dans la structure qui est la plus adaptée. On fait également du soutien aux aidants, puisque les aidants sont vraiment la force en fait de nos aînés quand ils en ont en tout cas. Et on leur apporte du conseil, de l'information, et on propose aussi parfois de la formation aux différents partenaires sur le territoire. Là, c'est le site où je travaille, donc Hauteville, pas très loin d'ici, donc 10e. La chef de pôle est le docteur Marina Litinetskaya. Et la cadre supérieure, Madame Fanza Andreanoeli, qui nous a accompagnés en fait depuis la mise en place de l'équipe mobile jusqu'à ce jour. Alors ça, c'est mon équipe, hein. Donc là, vous avez le docteur Wassila Shermak. Hein. Comme je vous ai dit, elle a une formation de gériatre à la base, mais elle a ensuite fait sa qualif pour être maintenant psychiatre. Donc elle travaille à mi-temps sur l'équipe mobile, hein, donc c'est un 06. Et le reste de son temps, elle le partage entre la SM13 et le CMP du 10e arrondissement. La secrétaire, donc Nawel, qui elle aussi est à 06.
avec nous, et elle est vraiment d'une grande aide pour nous, parce que sans secrétaire, je crois qu'on s'en sortirait vraiment pas. J'ai ma collègue infirmière Maria Pérez qui, elle, est donc a des connaissances en psychiatrie, donc adulte, hein, mais aussi chez l'enfant, et elle a aussi fait un DU en gériatrie pour intégrer cette équipe mobile, et elle est à temps plein sur l'équipe mobile. Et donc moi également 80% on va dire sur l'équipe mobile et 20% transversale, mais dans la réalité je dépasse mon temps de travail largement. Mais bon. Alors nos interventions, donc 3 arrondissements, mais aussi 4 secteurs psychiatriques, donc 70 ans et plus. Alors 4 secteurs, donc 4 CMP, 4 CMP avec qui nous avons créé des liens dès le départ, puisque on a mis en place en fait des binômes ou des référents plutôt personnes âgées sur chaque CMP. Alors comment on a fait en fait au départ, donc Maria Pérez et moi, nous étions donc les premières à être arrivées sur l'équipe mobile et donc à travailler pour le développement de cette équipe. Et donc du coup, de par notre expérience aussi en psychiatrie adulte et aussi donc en CMP, parce que Maria aussi a travaillé en CMP, on s'est rapproché de nos collègues infirmières de chaque CMP pour échanger justement sur la création de l'équipe mobile et aussi sur notre volonté de créer des partenariats avec les CMP pour les orientations possibles. Et donc, ça s'est fait assez facilement. On a pu mettre en place en fait des référents personnes âgées sur chaque CMP de notre territoire et en fait, on a proposé aussi la mise en place de procédures d'intervention, puisque comme je vous l'ai dit, le médecin psychiatre est à mi-temps. Et quand le médecin n'est pas là, il faut bien qu'on puisse se retourner aussi vers un médecin psychiatre si jamais il y a des besoins. Et donc c'est ce qui a été mis en place. Et maintenant on a des référents personnes âgées, médecins, psychiatres, infirmiers, cadres de santé sur chaque CMP. Voilà. Juste pour l'intervention à nouveau, juste dire qu'on n'intervient pas en urgence, puisque c'est juste pas possible et que c'est pas du tout dans les missions en tout cas des EMSA. Et par contre, on peut nous solliciter pour nous demander du conseil, de l'info, et on intervient, mais pas en urgence, et aussi on évite les doublons. Donc si une personne est prise en charge par un CMP, le CMP peut nous solliciter pour que l'on puisse intervenir à leur côté ou seul et leur faire un retour. Donc il y a possibilité de nous contacter, mais on ne fait pas forcément à la place de la structure. En ce qui concerne euh, la coordination qu'on peut proposer, ou en tout cas pour les personnes âgées. Donc, comme je vous l'ai dit, on intervient à domicile et assimilé. Et en général, c'est après concertation, puisqu'on a des réunions de staff qui se font tous les jeudis matins, en règle générale, où là, en fait, on étudie ensemble euh, la plupart des situations qu'on nous signale. La plupart des signalements que l'on reçoit se font par mail. On a créé pour ça une fiche de signalement. On envoie du coup aux partenaires qui le souhaitent. Une fois que le signalement est traité par notre équipe en amont, on peut ensuite soit demander plus d'informations, et là c'est la secrétaire qui le fait, ou le médecin psychiatre qui peut également appeler ses confrères pour avoir plus d'informations sur la situation. Et à partir de là, on décide de qui va rencontrer la personne âgée. Donc ça peut être moi, comme ça peut être ma collègue infirmière, ça peut être aussi le médecin si jamais il y a des besoins, voilà, ou ça peut être individuellement, ça peut également être en binôme. Alors, les binômes, c'est soit le médecin psychiatre et moi, par exemple, ou le médecin psychiatre et l'infirmière, ou mais jamais en fait l'infirmière et moi sommes sur la même situation. Voilà. En termes d'évaluation, donc il y a tout ce qui est recueil de données, travail de coordination qui est fait, et certaines prescriptions que moi je peux faire maintenant aujourd'hui de par les nouveaux décrets qui sont sortis. Et donc le médecin psychiatre est sollicité uniquement si besoin et si nécessaire, sachant qu'elle est toujours à l'écoute, hein. On a beaucoup d'échanges avec elle, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone, enfin tous les moyens sont possibles. Et elle est vraiment très très présente pour que ce soit l'infirmière ou pour moi pour nos exercices. En EHPAD, c'est différent, donc on y va en binôme. Donc pareil, c'est soit l'infirmière et le médecin psychiatre ou moi et le médecin psychiatre, puisqu'il y a ce double regard qui est présent là. Il y a l'étude aussi de tout le dossier en fait médical du résident.
On rencontre aussi les équipes. Enfin, il y a pas mal d'échanges qui se font. C'est assez long. Et là, on fait plutôt des préconisations. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur l'équipe mobile, enfin sur notre équipe mobile, le médecin psychiatre a pris la décision que l'on soit une équipe mobile prescriptrice. Et toutes les équipes mobiles ne le sont pas. Voilà. Mais c'est un choix qui a été fait par notre équipe mobile, puisque de par son expérience de gériatre, elle avait quand même remarqué que quand elle faisait uniquement des préconisations, les préconisations n'étaient pas forcément suivies des faits, parce que parfois les médecins sont un peu frileux, enfin c'est un peu compliqué du coup la gestion du sujet âgé. Donc là, elle a quand même pris les devants en prescrivant, en suivant sur un temps court. Quand on dit temps court, on est sur 4 à 6 mois de prise en charge, hein, parce qu'on sait très bien que quand on met un traitement antidépresseur, par exemple, chez le sujet âgé, bah, il faut attendre 2 mois. Donc déjà, voilà. Et pour s'assurer aussi que les personnes âgées soient stables quand on oriente le patient. Et pour éviter du coup qu'on nous renvoie à nouveau, qu'on nous ressollicite pour les mêmes situations, puisque les progressions ne sont pas suivies. Donc voilà. Donc et donc ça fait maintenant 11 ans qu'on travaille comme ça et que ça se passe très bien en tout cas. Euh, donc j'avance un petit peu. Ça, j'en ai déjà parlé en termes de mission. Donc on a fait des évaluations plutôt géronto-psychiatriques, parce que bien souvent, avant d'exercer en tout cas en psychiatrie du sujet âgé, l'idée que moi j'en avais déjà, c'était psychiatrie du sujet âgé, ça va être sûrement un petit peu comme chez l'adulte. On fait nos évaluations psychiatriques, recueil de données, etc. Et voilà. Sauf que non, en fait, la prise en charge, elle est vraiment globale et toute la partie gériatrique, en fait, on est censé avoir des connaissances et aussi des compétences en la matière pour pouvoir du coup orienter au mieux. D'où le DU que j'ai fait après parce que je savais qu'il me fallait des connaissances supplémentaires. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est vraiment une évaluation holistique, hein. Donc et tout est pris en compte et du coup, on gagne aussi en connaissances plutôt versant euh, pathologie physique. Autre mission, donc on joue aussi un rôle d'interface avec les médecins traitants, les différents psychiatres des CMP et autres, les médecins coordonnateurs des EHPAD. En gros, on est un petit peu, on fait de la coordination puisque on est censé du coup coordonner les soins du sujet âgé pour s'assurer en fait que toutes nos préconisations sont aussi suivies des faits. Avec les médecins traitants, on crée quand même des liens assez forts et vu qu'on a un territoire bien défini, donc du coup on connaît aussi les médecins, la plupart en tout cas des médecins traitants qui sont sur le territoire, qui nous adressent aussi des situations et ça se passe en règle générale assez bien. Donc, on participe donc à l'élaboration du projet de vie et de soins. On surveille bien sûr tout ce qui est tolérance médicamenteuse, puisque on travaille aussi sur de la déprescription, hein, parce que comme vous le savez, on a les patients personnes âgées ont beaucoup de benzodiazépines, parfois des antalgiques qui sont là aussi. Bon, il y a pas mal de choses parfois qu'on découvre au domicile entre ce qui est marqué sur l'ordonnance et les boîtes qu'on retrouve à la maison. Enfin, donc il y a plusieurs ordonnances et tout n'est pas forcément dit. Donc ça fait partie aussi de nos missions, de notre travail, de vérifier un petit peu tout ça. Voilà. Alors les partenaires, ce sont tous les hôpitaux du territoire. Les services sociaux avec qui on travaillait beaucoup, beaucoup. Euh, après, euh, après la Covid, en fait, ça c'est un peu compliqué puisque du coup, on s'est rendu compte que les attentes sociales avaient beaucoup changé, certaines ont arrêté. On sait qu'il y a des pénuries aussi parfois d'assistantes sociales dans certains secteurs, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça, on continue. Tout ce qui est services médico-sociaux, le milieu associatif. On s'appuie beaucoup, beaucoup sur eux parce qu'ils sont vraiment d'une grande aide pour nous, pour tout ce qui est isolement, précarité chez certains de nos suivis. Les professionnels libéraux, là j'ai englobé un petit peu tout le monde, mais c'est surtout en fait les infirmiers libéraux avec qui on a créé vraiment des liens assez forts, puisque on peut les mettre en place quand c'est nécessaire et ils peuvent aussi du coup nous rendre compte de ce qui se passe à la maison, puisqu'on n'y est pas tout le temps non plus. Et donc ça se passe très très bien. Les psychiatres libéraux, on n'a pas beaucoup de liens avec eux. On a essayé de développer en fait des partenariats, mais la plupart nous ont quand même fait comprendre que ils n'étaient pas forcément formés à la psychiatrie du sujet âgé et donc ils pouvaient pas du coup prendre en charge ces personnes-là sur le territoire. Et pour certains, la barrière, ça a été aussi un petit peu le coût.
parce que la plupart de nos suivis se font sur le 19e arrondissement de Paris et que les gens n'ont pas forcément les moyens du coup d'avoir des soins en libéral. Voilà, donc parfois c'est un petit peu élevé pour eux. Tout ce qui est service d'aide à la personne, pareil, c'est des liens qu'on crée avec eux. Les DAC aussi, les équipes mobiles de gériatrie. La DAC, c'est un dispositif d'aide à la... oh là là. D'appui à la coordination. Merci. Dispositif d'appui à la coordination. Voilà, donc on en a partout maintenant sur tout le territoire français. Et anciennement, sur notre territoire à nous, c'était la maison des aînés des aidants. Voilà, qui a évolué beaucoup, beaucoup. Mais là, voilà, je vais pas développer trop la DAC, c'est peut-être pas... les équipes mobiles donc de gériatrie, l'équipe mobile de gériatrie externe, donc c'est une équipe mobile qui est rattachée à l'hôpital de Lariboisière, avec qui on travaille beaucoup puisqu'ils interviennent sur les EHPAD. Et en fait, sur les EHPAD, en général, c'est l'équipe mobile de gériatrie externe qui fait sa première évaluation. Et ensuite, s'il y a besoin que notre équipe intervienne, ils nous sollicitent. Donc, ça nous fait une sorte de filtre, puisque sinon, on aurait trop de demandes et on pourrait pas répondre du coup aux besoins du domicile. Les équipes Elias, les CPTS, avec qui on a créé aussi des liens. Voilà. Donc en gros, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait avoir un très très bon réseau, assez solide, de bien connaître ces différents partenaires pour pouvoir travailler et proposer un parcours de soins adapté pour le sujet âgé. Alors le signalement, donc ça je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, donc mais ça peut être tous les professionnels de santé. Les partenaires sociaux, médico-sociaux, peuvent nous faire des signalements par mail. Et donc, on a créé une fiche de signalement. Bon, les connaissances, donc comme je vous l'ai dit, c'est à la fois gériatrique mais aussi psychiatrique. Et bien connaître aussi les filières, c'est important pour nous, d'où l'importance d'en créer, de créer des partenariats, de rencontrer nos partenaires, etc., pour justement développer des filières adaptées pour orienter les sujets âgés. Alors, la pratique avancée. Donc, la pratique avancée dans tout ça, en gros, moi, en tant qu'IPA, bon, j'étais déjà infirmière sur l'équipe mobile. Et en tant qu'IPA, on est censé avoir une certaine autonomie. Bien sûr, une certaine expertise de par le master, mais enfin, le master ne répond pas à tout. Il faut aussi s'enrichir tout au long, en fait, de notre exercice. Et il y a aussi ce fameux leadership où en fait l'IPA est censé produire aussi des articles, participer à des colloques, des congrès, proposer des formations, donc de l'ingénierie, ce qui correspond du coup au master, donc être force de proposition, d'innover. Enfin voilà, c'est un petit peu ça en gros les caractéristiques communes. Il y a aussi donc en termes d'autonomie pour moi dans mon exercice, déjà je fais de la première évaluation, donc je peux rencontrer les personnes en première intention de manière légale, parce que jusque-là, on pouvait le faire en CMP, etc. Mais on sait très bien que c'est un peu, voilà. Possibilité également de prescrire. Donc, tout ce qui est prescription est soumis au décret d'application qui va avec. Donc, on a un décret, en fait, qui nous dit ce qu'on peut prescrire, ce qu'on peut pas prescrire, etc. Donc, en fonction des situations, donc, je peux adapter parfois des dosages de médicaments. Je peux prescrire des bilans biologiques. En gros, c'est aussi un gain de temps pour la prise en charge, enfin pour dans la prise en charge pour le patient du coup qui est pris en charge plus rapidement que s'il fallait attendre que le médecin ait un temps pour venir rencontrer la personne pour prescrire un bilan bio. Enfin, là, il y a vraiment un gain de temps du coup qui s'est mis en place. Et moi, je peux même faire le parallèle entre avant, mais ces nouvelles compétences-là et maintenant. Donc, je vois que je suis beaucoup plus autonome à ce niveau-là et qu'on avance beaucoup plus vite dans les prises en charge et que les gens sont pris en charge de manière un peu plus longue aussi, puisque je peux faire également plus de visites à domicile que ne peut faire le médecin qui est à mi-temps avec moi. Enfin, voilà. Et on a aussi développé du coup au sein de l'équipe mobile tout ce qui est téléconsultation. Donc, entre les visites à domicile que l'on propose. On peut proposer aussi des téléconsultes. Après, c'est pas forcément des visios, parce qu'on a affaire à des personnes âgées qui n'ont pas forcément la maîtrise des outils, sachant que maintenant certains l'ont, donc parfois c'est possible. Mais c'est plutôt du coup des téléconsultations audio, donc un appel téléphonique, en langage plus clair. Voilà.
En termes de responsabilité, donc l'IPA agit dans le cadre de la pratique avancée, donc est responsable de ses actes qu'il réalise dans le cadre de son activité. Donc le médecin est au courant de ce que je fais puisque je la tiens au courant, etc. Quand j'ai des doutes, eh ben je fais pas, hein, je demande, je me renseigne, je l'appelle, etc. Donc elle est bien au courant, mais voilà. Donc il y a quand même une responsabilité, enfin qui est la mienne, qui est engagée aussi, quoi. Alors les activités cliniques enfin mon activité clinique au sein de l'équipe mobile, hein, donc comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est recueil de données. Contrairement à mon exercice quand j'étais plutôt infirmière, donc le recueil de données est beaucoup plus poussé puisque j'ai à la fois en tête tout mon raisonnement clinique infirmier, donc tout ce qui est sciences infirmières, tout ce qui est raisonnement clinique infirmier, donc ça c'est quelque chose qui est en moi, enfin ça reste mon cœur de métier. Et en parallèle, j'ai quand même une partie de raisonnement médical dans ma tête, hein, parce que du coup, on peut pas forcément renouveler, réadapter, etc., si on ne connaît pas trop les molécules en fait présentes, les interactions possibles, etc. Donc, ça me pousse en fait à réfléchir beaucoup plus que ce que je faisais en tout cas auparavant. Donc, il y a tout ce qui est évaluation aussi gériatrique, où j'ai développé des compétences à ce niveau-là. L'évaluation psychiatrique beaucoup plus poussée aussi. Tout ce qui est environnement de vie, les besoins, les problèmes sociaux, sachant que je ne règle pas ces problèmes-là, mais je fais plutôt des orientations, puisqu'on a des professionnels qui sont là aussi pour ça. Un gros travail de coordination, le suivi du patient, donc prescription, renouvellement, etc. Les orientations, pour ça, il faut connaître avoir une bonne filière et bien la connaître pour pouvoir orienter vers le bon professionnel ou autre. Euh, et je fais aussi des entretiens de soutien à l'aidant. Alors ça, c'est quelque chose en fait que j'ai développé au sein de l'équipe mobile, parce que je me suis rendu compte que bien souvent les aidants étaient là, parfois en souffrance, et qui ne pouvaient pas forcément s'exprimer sur leur propre souffrance par rapport à leur aîné qui va pas forcément bien. Et donc, je propose pour certains des entretiens de soutien, sachant que je fais pas du suivi, mais c'est des entretiens en fait pour juste avoir un temps pour les écouter et pouvoir ensuite les orienter vers les professionnels, enfin les CMP, médecins psychiatres, psychologues, etc. Et tout ça se fait bien sûr en collaboration avec le médecin psychiatre de l'équipe. Ça, c'est juste un petit topo rapide sur ma pratique et les sciences infirmières, puisqu'en fait, ça reste mon cœur de métier. Et quand on travaille en tant qu'infirmier et d'autant plus en tant que IPA, on est censé avoir aussi des théories, des modèles conceptuels en tête pour prendre en charge de manière correcte les personnes âgées. Alors mes autres activités, donc en tant qu'IPA, comme je vous l'ai dit, on a aussi un 20% de temps d'activité transversale, donc tout ce qui est recherche, mais aussi publication d'articles, parfois des posters. On accueille aussi des étudiants, donc des étudiants IPA, qui peuvent du coup être en stage avec nous pendant 5 mois. On peut répondre à des appels à projets. Je participe aussi donc avec à des groupes de travail sur la personne âgée sur le territoire, euh, conférences, colloques, tout ce qui est enseignement. Donc je donne des cours aussi à l'université puisque je coordonne le master IPA de l'université Paris-Cité, enfin l'unité d'enseignement base fondamentale. Donc pareil, ce master et cette coordination se fait en binôme. Donc on a un IPA et un médecin psychiatre. Et donc, pareil, je peux aussi proposer avec mes collègues des formations sur l'EHPAD ou sur le pôle ou autre à la demande. Alors, quelle plus-value de l'activité IPA en équipe mobile? Moi, la plus-value que je vois surtout, c'est le gain de temps pour le patient. Voilà, avec une évaluation, une aide au diagnostic, un suivi optimal, individualisé, du soutien aux aidants. Un temps médical qui est quand même mieux utilisé, puisque du coup, il n'y a pas d'intervention inutile. Donc, on y va, on évalue, on rend compte. Et du coup, le médecin, quand elle est sollicitée, en général, c'est vraiment pour qu'elle puisse prescrire un traitement ou réévaluer quelque chose qui me semble quand même primordial et important. Les échanges entre soignants qui sont beaucoup plus poussés, qui sont en lien aussi avec les compétences qu'on développe quand on devient IPA.
Tout ce qui est formation sur le terrain par le médecin psychiatre est aussi très important en termes de plus-value, puisque en fait, j'apprends tous les jours, j'en apprends tout le temps et j'apprends, je continue d'apprendre toute cette activité prescriptrice, mais aussi toutes ces connaissances qu'elle a en la matière en gériatrie, associées à ce que on connaît déjà parfois en psychiatrie. La disponibilité aussi du médecin et de l'IPA pour échanger, SMS, mail, les appels présentiels, etc. Pour l'IPA, c'est parfois une charge de travail quand même assez importante, puisque du coup, avec tout ce qu'on fait, on fait pas tout en même temps, bien sûr. Il faut être bien organisé, mais du coup, c'est quand même du temps. Et parfois, on dépasse son temps de travail. Bon, ça, c'est bien connu. On peut être aussi pas mal sollicité pour des interventions, suite à des publications ou des choses comme ça. Mais bon, moi, ça me dérange pas puisque du coup, c'est aussi une création de liens quelque part aussi. Et de partager aussi mon expérience en la matière et pour moi, fait partie aussi de mes missions en tant qu'IPA. Il y a des liens directs aussi qui sont faits avec les partenaires de la ville, de l'hôpital. Et quand je parle de la ville, que ce soit le pharmacien, que ce soit l'infirmière libérale, le kiné, la psychomote, enfin voilà, vraiment des liens qui sont développés. Et ça, c'est une force, je trouve, très très importante puisque quand j'étais infirmière, je travaillais uniquement en psychiatrie. Pour moi, enfin, ça s'arrêtait là, quoi. C'était uniquement l'hôpital psychiatrique. Alors que là, on sort un petit peu de tout ça et qu'on fait vraiment des liens avec la ville. Donc, le lien la ville-hôpital me semble quand même très bien puisqu'on arrive à développer un petit peu tout ça. Les équipes, hein, donc il y a pas mal d'échanges qui se fait aussi avec les équipes que l'on rencontre et donc on peut aussi proposer du coup du soutien aux différents professionnels, donc des échanges parfois très très riches. Et l'IPA, c'est aussi une personne ressource hein, auprès des pairs ou auprès de personnes en tout cas qui s'intéressent parfois à la psy du sujet âgé où on peut échanger, discuter sur tout ça. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez. Merci. Quelle réaction dans la salle? Oui. Il faut plus d'IPA dans les équipes mobiles. Ah, la bonne réaction. J'entends. On va remercier Marianne qui a confirmé qu'on nous entendait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous parliez 70 ans comme limite, vous étiez descendu effectivement de la chambre de la gériatrie. Vous descendez quand même en dessous vers des patients de 65 ans, 60-65, pas du tout. Non, sur notre équipe mobile, on reste vraiment 70 et plus. Parce qu'en fait, sinon, on n'arrive pas à absorber toutes ces demandes-là. Par contre, pour les gens qui ont en dessous de 70 ans, on peut proposer du conseil et de l'information. On peut orienter vers le CMP en question. Enfin voilà, on les laisse pas non plus sans réponse. Donc, on répond quand même. Voilà, ces personnes qui nous sollicitent pour cette tranche d'âge-là. Ouais, puis j'imagine qu'il y a aussi des aidants présents au domicile, par exemple, et plus jeunes qui peuvent avoir des troubles psy. Oui. Et vous êtes amené à travailler forcément. Bah oui, c'est ça que du coup, en fait, pour les aidants, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu en tout cas m'intéresser aussi à eux en leur proposant des entretiens de soutien, puisqu'on sent bien que parfois il y a de la souffrance, parfois il y a des difficultés, parfois il y a des consommations, parfois un peu voilà. Donc m'intéresser à eux, c'est aussi leur proposer du coup un parcours de soins, même s'ils sont pas dans la tranche d'âge qu'on a sur l'équipe mobile, mais je peux me permettre de le faire hein, puisque je suis sur l'équipe mobile et que je gère mon temps. Ça prend parfois du temps, mais c'est pas du temps perdu, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un profil des personnes que vous rencontrez entre la maladie neurodégénérative et des congrégation psychiatriques des sujets âgés? Ouais. Quel éventail un petit peu? Oui, alors en termes de pathologie, la plupart des personnes âgées que l'on rencontre souffrent de syndrome anxio-dépressif, hein, pour la plupart. On a beaucoup de personnes qui ont aussi des maladies neuroévolutives, style parfois des débuts de maladies d'Alzheimer. On a rencontré pas mal aussi de maladies à corps de Lévy.
Il fallait faire le distinguo un petit peu entre Parkinson, Alzheimer et tout ça. Mais bien souvent, en fait, la porte d'entrée, c'est les symptômes d'allure psychiatrique. On nous dit, ben, il est très anxieux, il est triste, il est agité, il est agressif. Donc voilà, tout ce qui est trouble du comportement, ce sont des éléments en fait qu'on prend en compte. Et une fois sur place, après, charge à nous de faire l'évaluation, de savoir vraiment ce qu'il en est. Dans la plupart des cas, ben, il n'y a pas forcément de diagnostic de maladie neuroévolutive de poser. Donc quelque part, c'est un petit peu à nous aussi de débroussailler un petit peu tout ça. C'est pour ça que du coup, on a développé des connaissances aussi en gériatrie, puisqu'on peut faire aussi des évaluations cognitives, tout ce qui est MMSE, 5 mots du bois, etc. Ce qui nous permet du coup d'avoir une idée, en gros, des troubles présents. Mais ça, on l'a vraiment développé grâce au médecin avec qui je travaille, hein, qui était gériatre à la base, qui nous a donc poussé aussi à développer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est plus confortable parce que du coup, on arrive tout de suite à faire la part des choses entre ce qui est l'ordre de la psychogériatrie et vraiment de la psychiatrie. Après, on oriente vers les professionnels les plus adaptés. On travaille beaucoup avec le docteur Dico de la Fondation ophtalmologique de Rothschild sur le 19e, qui fait des consultations mémoire chez les 75, non, 80 ans et plus, je crois. Après, je crois qu'elle a une collègue qui fait pour les personnes un petit peu, enfin, en tranche d'âge en dessous. Voilà. Donc oui, on fait des ponts avec ben, les professionnels du territoire pour nous aider à évaluer au mieux ces personnes. Voilà. Mais c'est vrai que sur notre équipe mobile, je dis pas que c'est pareil pour toutes les équipes, mais en tout cas sur notre équipe mobile, on aime en tout cas évaluer au maximum les choses pour pouvoir faire l'orientation la plus adaptée possible derrière. Et vous travaillez avec Bretonneau? Alors, Bretonneau, c'est le 18e arrondissement. Donc, du coup, c'est pas. Après, on essaye d'orienter parfois quand on veut faire des hospitalisations programmées. Parce que ce qu'on aime, nous, c'est plus des hospices programmés plutôt que de les envoyer en urgence ou voilà. Donc, pour les hospices programmés, ben, il n'y a pas de place. Voilà. Et puis après, j'avais Samuel Collet. Exactement, qui est parti. Donc, ils ont pas. Je pense pas, puisque parfois, enfin, on nous est déjà arrivé, enfin, en tout cas, je sais pas s'ils ont trouvé depuis, mais ça nous est en tout cas déjà arrivé que des patients de Bretonneau nous soient adressés pour évaluation à domicile. Parce que pas de médecin psychiatre sur place. Donc, c'est compliqué. Vous avez une équipe mobile, mais peut-être qu'elle ne sort pas, qu'elle ne va pas au domicile. Ils en ont une, mais après, c'est pas sur le même territoire. Donc, effectivement, il y en a une. C'est une EMG ou une PSA? Bretonneau, dans mon souvenir phare, c'est une EMG. Hein. EMG. Équipe mobile gériatrique. Ouais. Ouais. Donc, ils en ont une. Ils ont aussi une équipe mobile cognitivo-comportementale, EMC2. Ouais. Ouais. Pareil, c'est pas sur notre territoire, donc un peu dommage. Je ne sais pas s'ils interviennent L'hôpital sur de les Rothschild. France Autonomie du secteur sur lequel. Alors, c'est l'hôpital de Rothschild dont vous parlez? La fondation. Oui, non, tu sais, l'équipe avec Claire Roy qui pareil. C'est une EMG. Ouais. C'est une équipe mobile génétique. Équipe mobile gériatrique Oui. externe. Ah oui, oui. Et en plus. C'est pas le même territoire. C'est ça. C'est pas le même territoire, non. Là, c'est 19e. 19e, ouais. C'est le problème qu'on a sur le 20e, puisque c'est le territoire d'implantation du CTS. Il n'y a Ouais. pas d'équipe mobile de cette Pas encore, pas Il y a un encore. projet. Oui, il y a un projet qui. Ouais, pour le 20e, c'est en projet. Voilà. Mais là, il y en a une Ouais. qui a ouverte sur le 14e arrondissement, je crois, le 16e. Voilà. Donc ça, c'est le GHU. Donc, on est 3 équipes mobiles de psy maintenant. Mais c'est vrai que sur le 20e, voilà, il y a eu un projet qui a été déposé, mais pour l'instant, bon, on espère qu'ils y arriveront. Au 13e, il y a aussi. Au 15e également. Oui, 13e, c'est le docteur Chama qui donne du temps là-bas, qui est le médecin aussi sur notre équipe, Ouais. qui donne aussi du temps. Ouais. Après, c'est une toute petite équipe sur le 13e, puisqu'ils sont que 2, je crois. Ouais. Sur les SM13. Maintenant, je travaille sur. Ah bah oui. Ouais.
Alors, effectivement, tout le territoire d'Île-de-France n'est pas encore couvert. Bah, non. Et c'est vrai que d'une équipe à l'autre, en fait, toutes les équipes mobiles, il y a une sorte de socle commun. Mais après, c'est vrai qu'historiquement, il y a un certain nombre de petites différences. Si toi, tu parlais tout à l'heure des 70 ans, à partir de l'âge à partir duquel vous prenez en charge une personne. Mais selon les équipes, il y a des gens, ça va être 60 ans, 65 ans. Il y a certaines équipes qui interviennent pas en EHPAD. Il y en a par contre une ou deux, je crois, qui interviennent uniquement en EHPAD. Voilà, il y a des petites différences par territoire. Oui, tout à fait. Superposable, absolument. Mais les missions, telles que tu les as présentées, c'est vraiment celle-ci, quoi. Vraiment ça. Tout à fait. Il y a une situation quand même qui est un peu ambiguë, c'est la question de l'urgence, parce que bon, on a eu beaucoup avec les EHPAD, ils ne comprennent pas toujours que c'est une urgence ressentie, comment vous le définissez, vous, parce que c'est le trouble du comportement et si l'équipe mobile n'intervient pas, dire non, non, c'est urgent, on n'intervient pas, je trouve que c'est une façon de défausser un peu. Oui, mais alors pour les EHPAD, Pour eux, il est très problématique. ouais, après pour les EHPAD, en fait, on a travaillé, on travaille déjà en amont avec eux via le programme PAERPA. Programme PAERPA, c'est le programme en fait qui a mis en place l'équipe mobile, tout un tas de choses. PAERPA qui signifiait personnes âgées en risque de perte d'autonomie et qui a été développé entre 2013 et 2019, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en fait, via le programme PAERPA, on a rencontré du coup tous les partenaires du territoire autour du sujet âgé. Et donc, on a rencontré aussi les directions des EHPAD. Et donc, c'était aussi lors de l'implantation de l'équipe mobile, de notre équipe mobile de psychiatrie. Et donc, en fait, d'emblée, dès le départ, on avait commencé à travailler avec les EHPAD sans qu'il y ait de filtre, on va dire, et donc sans qu'il y ait l'intervention de l'équipe mobile de gériatrie externe. Et là, en fait, on avait tout un tas de situations où on nous sollicitait, en fait. Et c'était beaucoup trop. Et quand on arrivait, en fait, sur l'EHPAD, on se rendait compte que c'était beaucoup plus un manque de connaissances et de formation des professionnels sur place qu'un réel trouble du comportement, en fait, chez le sujet âgé. Et que la réaction, en fait, de la personne âgée était souvent en lien avec le comportement des soignants présents. Et pour les soignants, c'était surtout en lien avec un manque de connaissances, de formation, une méconnaissance de la psychiatrie, une méconnaissance des troubles, des maladies neuroévolutives, etc., etc. Et donc, du coup, pour nous soulager, on a demandé à ce que ce soit l'équipe mobile de gériatrie qui interviennent en première intention avec leur médecin gériatre pour gérer un petit peu tout ça et de faire appel du coup à l'équipe mobile de psychiatrie uniquement quand il y a vraiment des symptômes d'allure psychiatrique. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais on propose toujours, aux EHPAD, quand on a des situations comme ça qu'on nous dit d'urgence, de rencontrer les équipes, de bien revoir un petit peu la situation. Et là, on se rend compte que le recueil de données même du sujet âgé n'est pas élaboré parfois. Parfois, on a une méconnaissance même du résident qu'ils ont dans leur lit depuis 4-5 ans. On nous dit, bah, c'est marqué dans le dossier. Sauf qu'en fait, le dossier, c'est le dossier d'admission, où on sait que les gens mettent ce qu'ils veulent, en gros, dans le dossier d'admission, pour pouvoir être admis. Voilà, ou ce qu'il faut pour être admis. Ce qui fait qu'en réalité, ils ne connaissent pas bien leurs résidents. Donc, tout ça commence déjà par une méconnaissance, en fait, de la personne. Et encore une fois, c'est la base de nos soins à nous en tant qu'infirmiers. On commence par le recueil de données, toujours qui est là et pourquoi ce comportement. Et toujours la question du pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et voilà, ce sont des formations, plutôt des sensibilisations, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ce sont des sensibilisations qu'on propose parfois sur 1 heure et demie auprès des équipes. Et bien souvent, c'est moi quand moi je le fais, en tout cas, je fais une sorte d'analyse de pratique où je pars en fait d'une situation clinique que je développe ensuite avec l'équipe. On en parle, mais l'idée derrière, c'est que ce soit aussi transposable à d'autres résidents. Voilà. En gros, dans certains cas de figure, il faut aussi avoir des connaissances en la matière pour prendre en charge une personne convenablement, quoi. D'où l'intérêt aussi des équipes dédiées, c'est-à-dire qui connaissent bien les équipes, Exactement. régulièrement. C'est ça, exactement. Ben voilà, puisque du coup, on a nos EHPAD sur le même territoire. Nous, on travaille beaucoup avec l'EHPAD coréen. Parce qu'on fait pas de distinguo privé-public. Donc, ça, c'était aussi une volonté de l'ARS. Donc, si on nous sollicite en EHPAD, qu'il soit privé ou public, on y va. Et ce sont donc, du coup,
des informations, du conseil, du soutien et aussi une présence. Donc, on est connu, ils nous connaissent, ils savent comment on fonctionne. On a aussi monté, c'était l'année, il y a peut-être 2 ans, une formation spécifique avec un organisme de formation pour un EHPAD. Donc, en gros, c'était une commande de l'EHPAD qu'on a créée avec eux, une formation spécifique pour leur apporter des connaissances et des compétences en la matière, quoi. J'entends une distinction entre les équipes mobiles gériatriques et les équipes mobiles psychiatriques, pour ce que vous décrivez. Il n'y a jamais eu la gérontopsychiatrie, l'essence, c'est quand même l'association du gériatre et du psychiatre, de la gériatrie et de la psychiatrie, ça, au niveau des équipes. D'essayer de faire quelque chose de commun ou d'articuler un lien plus marqué entre l'équipe mobile gériatrique et psychiatrique. Bah, en fait, sur le domicile, on n'a pas d'équipe mobile de gériatrie. Donc, il n'y a que nous. Donc, d'où l'idée de développer des connaissances aussi en la matière pour pouvoir répondre aux besoins. Et sur l'EHPAD, et ben en fait, on les laisse justement en fait gérer tout ça, enfin toutes les situations, et de faire appel à nous uniquement quand il y a vraiment besoin d'un appui ou d'un regard plutôt psychiatrique. Donc, pour l'EHPAD, en fait, on leur laisse vraiment la carte blanche, et pour le domicile, c'est plutôt nous. Par contre, quand on évalue une personne âgée sur le domicile et qu'elle se retrouve parfois à l'hôpital, bah, tout de suite, moi, j'appelle mes collègues de l'équipe mobile de gériatrie qui travaillent aux urgences, du coup, des hôpitaux. Et donc, voilà, je lui fais part d'une hospitalisation ou d'un passage aux urgences. Et pareil, elle peut regarder dans son logiciel ou elle peut aller à la rencontre de cette personne âgée qui est dans un lit sur l'hôpital pour pouvoir, du coup, voilà. À Saint-Louis. Oui, Lariboisière, Saint-Louis. Voilà, Fernand Vidal aussi, on peut les contacter, les solliciter. Pour les hôpitaux où on n'a pas forcément l'intervention de l'équipe mobile de gériatrie, on travaille en collaboration avec l'équipe de liaison psychiatrique. Tenon, par exemple. Le LP de Tenon, on a créé des liens avec eux. Donc, si une personne est hospitalisée là-bas, tout de suite, on peut contacter le service en question en disant, s'il vous plaît, faites appel à l'ELP de Tenon parce que là, l'antidépresseur est à arrêter, etc. Où il y a une consommation d'alcool qui n'est pas forcément connue. Enfin, voilà. Donc, du coup, Sur l'évaluation gériatrique au domicile, est-ce que le DAC du territoire d'implantation de l'NPSA intervient? bah, en fait, on est passé du CLIC à la M2A au DAC, et en gros, on a perdu quand même. Enfin, la personne âgée a été dissipée un petit peu dans tout ça. Au départ, c'était vraiment CLIC, c'était uniquement social. La M2A, c'était médico-social. Donc là, ça allait encore. Alors que là, DAC, c'est vraiment toutes les problématiques de tout âge. Et donc, du coup, la personne âgée dans tout ça, voilà, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps. On travaille, c'est différent. C'est différent. On peut intervenir avec eux, mais c'est vraiment, c'est plus comme avant, quoi. Enfin, non. Vous avez parlé de la déconsommation d'alcool et vous avez lu la glycologie. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup au quotidien? Parce que c'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui passe au second plan, la glyceux, dans la PPA, alors que c'est imprégnant. En fait, c'est une problématique que moi, j'ai rencontrée durant mes 11 ans d'exercice sur l'équipe mobile. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis dit que ce serait bien de faire un DU addicto, même si durant ma formation master, j'avais quand même des connaissances en la matière, mais je voulais quand même approfondir un petit peu plus, puisque c'est une problématique que je rencontre, c'est une problématique qui n'est pas forcément prise en charge, où on a aussi même en EHPAD parfois, des représentations, des idées reçues, il est vieux, c'est normal, c'est son dernier plaisir, etc., etc., etc. Sauf que, en fait, l'alcool agit aussi pas mal sur la cognition, avec des risques de chute accrus. Parfois, c'est les benzos. J'ai même eu une dame qui fumait du cannabis. Enfin, voilà. Donc, c'est une problématique en fait qui est pour moi pas assez prise en charge. Mais du coup, vous faites l'orientation, comment ça va faire? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, en termes déjà, moi, j'essaie en tout cas d'évaluer. Déjà, quand il y a une addiction à l'alcool, on en parle, je repère, j'évalue, j'utilise les outils adéquats. Parfois, rien que d'en parler, en fait, c'est une prise de conscience. Donc, voilà. Une fois que tout ça est fait, j'essaie d'orienter. Alors, j'ai essayé l'Exapa. Pour l'instant, ce sont des échecs. Voilà. Lesquels Je peux pas citer. Sur le territoire. Sur mon territoire.
Donc voilà, j'ai essayé, ça a été un peu compliqué, personnes âgées, voilà. Et il y a aussi le fait que les gens ont parfois du mal à se déplacer. Voilà, parce qu'il faut se déplacer aussi, donc c'est pas simple. Et tout peut pas se faire à la maison, donc ça c'est par contre compliqué. Par contre, dans tout ça, j'ai quand même, de par mon DU Addicto, j'ai fait un stage à Fernand Vidal auprès du docteur Kestel, donc service Addicto Fernand Vidal. J'ai même fait 2 stages là-bas. Et du coup, j'ai créé des liens avec l'hôpital de Fernand Vidal. Et donc maintenant, quand il y a un besoin d'orientation, service Addicto, bah, je contacte les collègues de Fernand Vidal avec qui j'ai créé des liens pour des hospices programmés en Addicto. Ça, j'ai déjà fait. Et ça marche assez bien. Et c'est vrai que j'ai une réponse assez rapide quand même de là-bas. Et j'arrive du coup à... Mais j'ai que ça. Pour l'instant, en tout cas. Et c'est déjà quelque chose. Ouais, pour l'instant. Les collègues d'une MPSA, alors je ne sais pas laquelle, parce que c'est commun MPSA, donc on dit que c'est un compte commun Zoom. Salut les collègues, qui demandent, intervenez-vous même si le patient au domicile n'a pas de médecin traitant? Ah, bonne question. Ouais. Alors, on s'est aussi beaucoup posé la question, nous. Alors, c'était un peu partagé même au sein de notre propre équipe, hein. Voilà. Du coup, nous, soignantes, infirmières, c'était bon, si, il faut y aller, même s'il n'y a pas de médecin traitant, faut qu'on y aille, etc. Le médecin de notre équipe nous disait, oui, mais attention, parce que nous, on est là uniquement pour normalement évaluer, orienter, et moi, il faut bien que je passe la main à un confrère médical derrière, quoi, et que les orientations, ça, je l'ai peut-être pas dit, mais la plupart de nos orientations, elles sont faites vers le médecin traitant. Parce que en fait, les CMP, parfois il n'y a pas besoin, tout simplement, et que une fois qu'on a mis les choses en place, le médecin traitant peut garder la main et poursuivre le suivi de la personne. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on demande en fait à trouver un médecin traitant, et là on s'appuie sur la CPTS. Voilà. Et là, en général, ça va. On est sur quand même 3 arrondissements où on arrive quand même à trouver un médecin traitant pour nos patients. Du coup, et ça n'empêche pas l'intervention, mais ça va être un des trucs que vous allez faire. Ah oui, oui, voilà, ça n'empêche pas l'intervention, mais quand même, on va demander, on va insister pour qu'il y ait un médecin traitant dans la boucle. Voilà. Ouais. Est-ce que les CMP avec lesquels vous travaillez ont une appétence un peu pour cette population, ou est-ce que vous faites un travail de formation aussi avec eux? Bah, en fait, l'appétence, on l'a un peu créée, ou poussée, ou peut-être en tout cas fait émerger. Voilà, suscité. On a quand même des collègues, des CMP au tout début quand on a commencé à exercer, qui avaient une appétence pour la personne âgée. Donc tout de suite, qui sont désignés comme référents personnes âgées. Après, quand elles sont parties, il fallait passer la main. Donc la plupart en ont quand même un petit peu, je pense, parce que sinon on ne devient pas référent de personnes âgées si on n'a pas vraiment d'appétence. Et c'est pas non plus la cadre qui va désigner. Donc en général, ça se passe comme ça. Mais on propose aussi des formations effectivement en interne, des sensibilisations à la psy du sujet âgé auprès de nos collègues des CMP. Oui. Parce qu'on voit des CMP qui refusent de prendre des gens, c'est pour ça que je pose la question. Nous, c'est pour ça qu'on a mis en place les référents. Comme ça, on était tranquille en fait. Avec tout ça. Je suis ponctuel, je ne pas plus de médecine. C'est ça. Et les CMP, on continue quand même à garder les liens avec eux puisqu'on les rencontre tous les trimestres. Tous les trimestres, en fait, on rencontre les collègues des CMP, référents personnes âgées, où là, en fait, on y va avec un listing de patients qu'on a vus durant le trimestre, où on leur fait un retour en leur disant, voilà, vous le verrez jamais, mais on vous en parle. Quelque part, c'est aussi leur montrer que sans l'équipe mobile, ce sont des gens, en fait, qui auraient été orientés vers les CMP. Donc, ce sont du coup des patients qui ne verront peut-être jamais, mais en gros, on est un petit peu leur filtre aussi quelque part. Et lors de ces réunions, les CMP peuvent aussi nous parler de situations de personnes âgées qu'ils ont en suivi chez eux. Donc il y a ce double regard-là de l'équipe mobile qui apporte du coup son expertise face aux personnes âgées du CMP et donc aussi un retour aussi de suivi de notre équipe sur leur territoire. En gros, il y a une prise de conscience aussi du nombre de personnes que l'on voit et qui ne verront eux peut-être jamais. Et ça aussi, je pense que ça aide, voilà. Et ça se passe quand même assez bien avec les collègues des CMP. Alors pour les procédures, comme je disais tout à l'heure, qu'on a mises en place, au départ, on s'est dit, bon, on va faire une procédure, on va l'envoyer au CMP, et là, on a vite compris que ça marchait pas comme ça.
Donc avec chaque CMP, on a une procédure qu'on a travaillée avec eux. Voilà. Ouais. Puisque chacun a sa spécificité aussi, donc c'est quelque chose qu'on a fait avec et ça se passe bien. Une Je question, pense que Oui. les secteurs parisiens sont sensibilisés parce qu'il y a une charte de partenariat entre le comité d'action sociale de la ville de Paris Ouais. et l'ensemble des secteurs où ils s'engagent effectivement à assurer la prise en charge des personnes âgées, aussi bien en domicile, dans les EHPAD ou dans les résidences autonomes. Oui, oui, tout à Et fait. donc ça a pu faciliter un petit peu la prise de conscience. Bon, après, Euh, faut voir localement la déclinaison locale. la prise de conscience de la personne qui a signé la charte, oui. Du reste des équipes, Enfin, il y a quand même cet engagement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet engagement en plus, donc du coup, c'est un plus effectivement, ouais. Donc après, ça reste encore à développer peut-être ou après, c'est aussi en lien avec la pénurie de soignants qu'on a aussi sur Oui, les oui. CMP, la charge de travail aussi depuis la crise Covid, hein. Du coup, il y a beaucoup plus de jeunes aussi qui consultent en CMP, donc c'est compliqué. Ouais, c'est des vraies questions aussi, ouais, on va dire, d'indication, Mhm. où c'est pas toujours clair. Avec en plus, je pense que j'en parle parce que moi j'ai participé au PAEPA, Mhm. c'est là que j'ai rencontré Sita il y a des années de Mhm. ça. On a vu en fait au fur et à mesure, alors, je vais utiliser un gros mot qui est une forme d'acculturation, en fait, à ce qu'est la santé mentale des seniors, Mhm. au sens très large. Euh, mais plus dans les services autour que dans les CMP eux-mêmes, qui sont toujours centrés autour des mêmes missions, qui sont plutôt des suivis de pathologies chroniques Mhm. sur un territoire donné, et avec, donc, certes, de temps en temps, des personnes âgées qui déménagent, qui arrivent sur un nouveau Mhm. secteur, et déjà là, c'est une espèce de négociation, en fait, d'arriver à faire changer les choses, mais il y a aussi cette espèce de gloubi-boulga de c'est quoi une décompensation tardive. Donc des gens qui ont obtenu quelque chose, notamment par le travail, par une forme d'insertion sociale. Les 60-65 ans. Oui, 60-65, parce qu'effectivement, moi, je sais que, et je me souviens que dans le PAERPA, ceux-là, et on les récupérait après 10 années, en fait, de marasme, avec des Mhm. logements insalubres, des machins, des bibles, parce qu'en fait, ça faisait 10 ans que leur pathologie évoluait à bas bruit, jusqu'au moment où il y a un voisin qui fait, ouais, mais c'est pas possible, machin, et que tu fais la visite à domicile, tu te fais engueuler, genre, c'est enfin, oui, Ouais, c'est ça. on nous en a parlé il y a 2 jours, merci beaucoup. Ce truc-là, mais que ces patients-là, en fait, pour les rapprocher ensuite à un suivi au long cours, c'est une vraie année. Ce qui me permet de faire la transition avec une question qui a été posée. Mhm. Avez-vous des suivis au long cours quand les situations sont complexes? Ah bah oui. Oui, 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 bah oui. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, nous, enfin, notre cœur de métier, enfin, sur l'équipe mobile en tout cas aussi, c'est de les prendre en soin une personne âgée. Et en général, on attend la stabilisation pour pouvoir orienter vers le médecin traitant. Du coup, pour le médecin traitant, c'est beaucoup plus simple puisque du coup, il y a juste à renouveler, surveiller, la thérapeutique, etc. Et on met aussi en place pas mal on casse l'isolement, enfin voilà, les associations, etc. Mais quand on a des situations, et là j'ai en tête des situations de patients diogènes, bah là on sait très bien que ça va être long quoi. Ça va être long, mais on va pas travailler seul, hein. Donc on va solliciter ben, les services sociaux, la DAC, tous les partenaires en tout cas qui peuvent aider dans la situation pour essayer de trouver une solution dans tout ça. Et donc oui, ça peut être. On a parfois des situations qui sont un petit peu longues, ou après on a des situations qui sont enfin, longues aussi dans la durée de prise en charge, mais pas liées à une situation de Diogène, sont parfois des patients en fait que l'on a en suivi. Et dès qu'on décide en fait d'arrêter la prise en charge, tout de suite c'est je vais mal, ça ne va plus, ou sinon c'est l'infirmier qui nous rappelle 3 semaines après pour voilà. Donc j'ai une petite dame comme ça où je l'ai suivie, on va dire pendant 1 an, je pense, 1 an et demi si ce n'est plus. Mais c'était j'ouvre le dossier, voilà, je clôture, je réouvre, je reclôture. Mais voilà, voilà, c'est pas très gravissime en soi puisqu'on les connaît. On sait en fait de quoi souffrent ces personnes-là. Si on nous rappelle, c'est que du coup, il y a un manquement quelque part. Et on essaie quand même de trouver la solution. Parfois, c'est juste une orientation vers le centre d'activité thérapeutique de personnes âgées de Nice Gray. Voilà, des fois, c'est des choses comme ça. Il existe toujours.
Oui. Voilà. Donc voilà, des fois ce sont uniquement des petits manquements comme ça, ou des fois c'est de la rassurance, un événement de vie, voilà. Là j'ai un patient pour qui j'avais arrêté le suivi, et ça c'est le médecin généraliste qui m'a recontacté directement pour que je retourne le voir. Et en fait je suis retournée le voir, et ce monsieur non-voyant, vivant dans son appartement sur le 19e, avait une dépression assez forte quand même, avec des douleurs aussi neurogènes, etc. Donc le médecin l'a mis sous Cymbalta, il allait beaucoup mieux ensuite. Il avait repris le vélo d'appart et tout. Il avait tout arrêté dernièrement, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ce monsieur s'est fait agresser à domicile. Voilà, donc du coup, ça l'a bien perturbé. Et quand je suis allée le voir, donc c'était pas forcément tout de suite, parce qu'on n'intervient pas en urgence, mais quelques temps après, bah, et voilà, ça allait mieux. Il m'avait raconté l'événement, il avait réussi à remonter la pente, etc. Donc voilà, en fait, ce sont des personnes qu'on connaît, donc du coup, c'est plus facile, même parfois pour eux, de nous appeler. Enfin là, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un SMS en me disant, là, je vais pas mieux, je sais pas pourquoi, est-ce qu'on peut se parler? Enfin, pour moi, la porte reste ouverte, hein, bon, c'est pas un problème, quoi. Les collègues de DSA qui disent merci pour votre intervention et bravo pour cette prise en charge de l'équipe. Oui. Et est-ce que vous vous autorisez à refuser un signalement ou allez-vous systématiquement faire l'évaluation? Ça aussi, c'est très bon. Refuser un signalement, ça peut arriver si on estime qu'il n'est pas du tout en lien avec notre exercice et nos missions. Donc on va pas forcément aller, mais par contre on va orienter le signalant vers le bon professionnel. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'on fait. Parfois on nous appelle on me dit mais j'ai pas forcément envie de vous signaler parce que je sais pas si c'est pour vous ou pas pour vous. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que je peux en parler avec toi? Je dis bah oui bien sûr on peut en parler. Donc voilà, notre travail c'est aussi d'orienter vers les bons professionnels. Donc on connaît le parcours de soins, on sait vers qui orienter. Donc voilà. Vous parlez des contacts, là, vous travaillez avec les médecins traitants, est-ce qu'ils vous appellent, enfin, est-ce qu'ils sont assez souvent source du premier signalement? Donc ça arrive, oui. Ça arrive et bien souvent, bah, quand on est connu de ce médecin en question, il peut effectivement nous signaler des situations. Voilà, et après ils sont assez pareil souples hein, en termes d'échange, de coordination des soins, etc. Là dernièrement, j'ai un médecin généraliste qui nous a signalé une situation que moi j'ai en charge. Et là pareil, elle voulait avoir du coup un retour de ce que j'ai fait, donc je lui envoie des mails, elle me répond. Et on s'appelle. Donc vraiment, il y a vraiment des liens quand même très présents avec certains médecins généralistes, parce que bien souvent on se dit ils ont pas le temps, mais certains prennent quand même le temps. Ils savent aussi qu'on est là aussi en appui pour eux. Et en général, quand on les appelle, ils répondent tout de suite ou ils disent je vous rappelle. Et c'est assez fluide quand même pour certains médecins quand même. Donc, Sachant que sur des situations complexes de personnes âgées mm. qui ont du mal à se déplacer, ils sont en première ligne, enfin, ils n'ont pas le choix. Hein. Ben, c'est ça, c'est ça. Un certain nombre d'équipes pour lesquelles le passage par le médecin traitant est obligatoire. C'est obligatoirement un médecin traitant qui adresse la demande à l'équipe mobile, parce qu'effectivement, il y a l'histoire des préconisations qui font que s'il n'y a pas de médecin traitant dans la boucle, l'équipe va faire des préconisations qui ne seront pas mises en œuvre. Donc c'est vrai que l'intérêt que vous avez dans votre territoire, c'est d'abord, je pense que tout le boulot du PAERPA, visiblement à créer des liens et tout un réseau qui est super intéressant. Et puis le fait peut-être aussi de pouvoir d'avoir une infirmière en pratique avancée qui est capable comment dire, de prescrire certaines choses. Ça aide aussi, peut-être dans certains cas. Donc effectivement, j'ai un certain nombre d'équipes pour lesquelles c'est forcément le médecin qui pose la demande. Oui, après c'est vrai que pour les médecins traitants, on a besoin en fait de travailler avec eux en collaboration. Et nous, sur notre équipe mobile, pour faciliter un petit peu tout ça, dans notre fiche de signalement, on a juste mis est-ce que le médecin traitant est informé? Oui, non. Voilà. Une fois que le médecin est informé, on n'a pas besoin nous d'aller le voir, de lui demander, parce qu'on sait qu'ils sont très occupés aussi. Et je pense que ce qui facilite pas mal notre exercice au-delà de l'IPA, hein, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'est surtout le fait que le médecin prescrive. Parce que si le médecin ne prescrivait pas, je ne sais pas si moi j'aurais pu derrière
prescrire quoi que ce soit ou voilà. Donc là, c'est vraiment une volonté du coup de ce médecin, enfin le docteur Sharma qui est sur mon équipe, qui fait que moi aussi, du coup, en collaboration avec elle. Et ce qui est intéressant surtout, c'est les doubles regards qu'on peut avoir, même par rapport à la thérapeutique qu'on souhaite mettre en place pour une personne âgée. Et elle me le dit, hein, mais voilà, on échange. À ton avis, est-ce qu'on met du Norset? Est-ce qu'on met plutôt de la myocérine? Est-ce qu'on met plutôt de la sertraline? Et là, on en discute. On en discute ensemble. Et ça, c'est bien, c'est top. Donc, j'apprends beaucoup avec elle, quoi, aussi. Si une équipe mobile sur les plateformes, est-ce que pas d'être plateforme, Ils vont orienter, ils vont orienter. Ou effectivement, il peut y avoir le cas de figure où, en se tournant vers une CPTS, il y a peut-être moyen de trouver un médecin pour cette personne. Ou quelquefois d'appeler le DAC qui ira peut-être dans un premier temps évaluer la situation à domicile. Bah, du coup, c'est ou se retourner vers l'orientant pour qu'il aide à trouver un médecin traitant en même temps. Là, c'est pas simple. C'est pas simple. Vous avez un CST dans ta vie? Oui, on en a deux. En fait, il y a le CRT du 19e, enfin, il y a l'hôpital, enfin, il y a l'EHPAD de Hérold. Il y a le CRT de l'EHPAD Hérold. Et dans ce CRT-là, on a une IPA aussi, pathologie chronique stabilisée, qui gère un petit peu tout ça. Et il y a le CRT de l'EHPAD. Alors là, c'est boulevard McDonald, je me rappelle plus du nom de l'EHPAD. On a une deuxième IPA qui, pareil, fait partie du CRT. Ils sont du bordel, ils ont... Ah oui. Ah oui. Pardon? Centre ressources Territorial, oui, pardon. C'est le centre ressources territoriales. En fait, pareil, c'est un nouveau service. C'est assez récent, ça a même pas 2 ans, je crois. Et en fait, c'est un service qui permet d'accompagner, on va dire, la personne âgée. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent vous accompagner dans les rendez-vous. Exactement. Ah bah c'est tout ce qui nous manque nous, du coup. Donc du coup oui, ils font vraiment un accompagnement très intéressant, très important. Et il y a aussi quand même un regard plutôt soignant, puisqu'il y a une aide-soignante, IPA, voilà. C'est énorme. Ouais. Quelle est la logique du découpage en CRT, DAC, secteur, les mobiles? Alors, pour nous, la base, en réalité, c'est... Oui, moi, ce que j'en comprends... C'est bon pour la perversion. Bravo. Moi, ce que j'en comprends, en tout cas, c'est que tout tourne autour de la filière gériatrique. Voilà. Pour moi, c'est un peu la base de tout ça, puisque notre équipe mobile s'est basée sur la filière gériatrique aussi. On a le même territoire. Les hôpitaux. Pardon? Normal, parce que c'est pas des équipes mobiles qui n'ont pas le même secteur gériatrique. C'est ça. Mais nous, c'est une vraie chance que l'on a, puisque du coup, en fait, à partir de là, vu qu'il y a cette base-là, et ben, en fait, tous nos hôpitaux, tout le service tourne autour de ça. Et tout ce qui est CRT et compagnie, c'est vrai que, enfin, moi, je le comprends aujourd'hui puisque je suis dans le système depuis un moment et que, en fait, ce sont des nouveautés qui arrivent et dont je me saisis. Où je sais très bien que, parce que je connais la filière, que bah, le CRT pourra m'aider pour telle ou telle chose. Que la DAC, qui était anciennement M2A, qui est anciennement CLIC, va m'aider pour telle ou telle chose. En gros, c'est une connaissance de l'ensemble. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après... Mais les CRT dépendent des DAC, enfin, de toute façon, enfin, tout ce que j'ai compris. Non, pas forcément. Enfin, ils travaillent ensemble. Enfin, Oui. finalement, Il y a une collaboration, oui. CRT, le DAC le reçoit aussi en même temps. Il y a une collaboration. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Ah ouais? Parce que les autres, ils reçoivent les deux et comme ça, ils se répartissent entre eux. Voilà, le CRT que je connais, il fonctionne pas comme ça. On les a rencontrés dernièrement et c'est plus une collaboration qu'ils ont avec la DAC. C'est après, faut imaginer aussi que en termes c'est-à-dire de chemin descendant d'une bonne idée, voilà, il y a toujours des différences territoriales, notamment pour s'adapter à ce qui existe sur le dit territoire. Mais on sait, et je trouve que là-dessus, la psychiatrie du sujet âgé, c'est un bon domaine dans lequel mesurer ça. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'initiative d'une personne qui avait envie. Voilà. Genre l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du 11e arrondissement à une époque, qui en fait était Chantal Potard qui avait envie d'aller au domicile avec ses collègues, voilà, et ça marchait bien. Et donc on sait bien qu'il y a comme ça plein d'endroits où sur un territoire donné, ça dépend de qui a envie de faire un truc.
Moi, par exemple, j'étais sur le PARPA en tant que psycho. Mon rôle a été très redondant par rapport à ce qu'a proposé le MPSA. Du coup, j'ai revu mon poste, en fait, au sein de la M2A de l'époque, puis j'ai fini par plus avoir le poste. Mais c'était mon choix, hein, je veux dire, voilà. Mais il y avait l'idée que, tel que moi je concevais le boulot de psychologue sur une structure de coordination, c'était très en doublon par rapport à ce que pouvait faire le MPSA. Mais j'ai d'autres collègues psychos sur d'autres M2A parisiennes qui voyaient les choses autrement, en fait. Et qui, du coup, voyaient pas ça comme un doublon. Sur le territoire 11-12-20, j'étais aussi psychologue avec la M2A, mais comme j'étais basé au CPS, ça faisait une très grande différence dans la manière dont j'investissais le territoire et dont je travaillais avec les collègues. Tout ça fait que l'ARS, ils ont été sympas, ils se sont adaptés à ça pendant un temps, et au bout d'un moment, effectivement, ils vont finir par dire, attendez, voilà, sur chaque territoire, on veut ça, ça, ça et ça, mais comment ça bosse sur le territoire, ça dépend quand même de qui sont les gens et de comment ils s'organisent, quoi. Du coup, c'est le bordel. En résumé, Frédéric, c'est le bordel. Je suppose que vous placez les gens, c'est de placer des gens en EHPAD également. Ouais. Ah oui, Non. Pour les sur l'EHPAD, en fait, tout dépend du projet de vie. Si effectivement on se rend compte que le maintien à domicile n'est plus possible et qu'on a déjà mis en place des aides à domicile et que c'est compliqué, on peut donner notre avis en fait sur une orientation EHPAD. Après, ce qu'on fait nous surtout, c'est que on demande quand même aux familles de prendre le temps d'accompagner, de bien choisir, de peut-être aussi faire des hébergements temporaires en EHPAD avant de lâcher l'appartement, par exemple, et choses comme ça. Parfois, en fait, ce projet d'orientation EHPAD est parfois mis en place avant même qu'on intervienne, ce qui fait que parfois on a des gens qu'on voit en EHPAD, mais en fait ils sont arrivés en EHPAD parce que déprimés. Donc du coup ils ont fait le choix d'aller en EHPAD, qu'ils ont laissé l'appartement et quand on les soigne, ils se rendent compte qu'ils auraient préféré rester à la maison et de faire marche arrière. Parfois c'est possible, on l'a déjà fait. Hein. Des gens qui sont retournés à la maison et qui ont quitté l'EHPAD, ça arrivé aussi, même si c'est pas la majorité. Mais parfois, c'est plus possible hein, puisque l'appartement a été vendu et La difficulté, vraiment, on le ressent bien, c'est l'EHPAD, c'est de leur dire, il y a une trouble psychiatrique qui est là, face à une grosse difficulté. Hein. Ah oui, 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 oui. Là, il y a certains EHPAD qui quand même avec la convention de KSVP, en tout cas sur notre territoire, c'est vrai que maintenant les EHPAD accueillent un peu plus de personnes avec des troubles psy. Mais encore une fois, on revient à la formation. Les personnes ne sont pas forcément formées à la psy et pas du tout parfois à la psy du sujet. On a quand même des ASG, agents de soins gérontaux, et là pareil, c'était en lien avec le programme PAERPA aussi, qui sont formés du coup à tout ça, mais quand on va sur les EHPAD, on se rend compte que ces fameuses agents de soins gérontaux ne déploient pas toutes leurs compétences, puisqu'elles sont parfois une, deux, et ce qu'elles ont appris en formation n'est pas forcément mis en pratique. Donc c'est compliqué. Il y a un turnover aussi en plus à prendre en compte, donc voilà. Ouais, c'est pas facile de recommencer tout ce qu'on a dit. Ouais. C'est bon sur la question des internautes. Ouais. Juste une petite remarque, je veux dire qu'en mettant le bar à 70 ans, vous savez que vous mettez de côté beaucoup de patients psychotiques chroniques, pour lesquels l'âge maintenant, de plus en plus, c'est 55 ans, enfin je veux dire, l'orientation en EHPAD en particulier, parce que quand on réduit les lits, souvent c'est au prix d'orienter ces patients-là des EHPAD, et que ça c'est toute une partie importante de la psychiatrie de chez GSG. Il y a les CMP qui les lâchent. Oui. Ils sont plus autonomes et qui peuvent plus se déplacer au CMP et qui décompensent leur pathologie par. Mais ça, on les retrouve. Je pense que ceux-là, on les retrouve un peu après. Parce que ça ne se passe pas si bien que ça. Oui, c'est pour ça que du coup, qu'il y a eu la convention KSVP, où en fait, en principe, donc les soignants des CMP sont censés aussi continuer à suivre en EHPAD les personnes qu'ils ont adressées là-bas. Moi, c'est ce que je faisais quand je travaillais sur le CMP. Et ce sont ces personnes-là qui ont entre 55 et 65 ans normalement.
Après, nous, sur notre équipe mobile, en réalité, on ne peut pas prendre les patients en dessous de 70 ans, puisqu'on n'est que 3. Un médecin 06, ma collègue infirmière temps plein et moi avec du 08, voilà. Et qu'on a 3 arrondissements et que c'est énorme. Bah, c'est ça. Et donc, en fait, même, comment dire, au niveau, en tout cas, du nombre que l'on est, ça ne suffit pas. Donc voilà, après, si on nous dit demain, oui, bah, on baisse la tranche d'âge à 65 ans, vous vous en occupez aussi, etc., bah, il faut renforcer l'équipe dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a, Donc, c'est que, après, forcément, il faut mettre des limites. à un moment donné, oui. Mais c'est vrai que c'est aussi plus confortable de travailler avec des patients en âge élevé parce que du coup, on va arriver beaucoup plus facilement à se reposer sur une filière gériatrique. C'est ça. Qui commence à 75 ans. Exactement. Alors que nous, on va être vachement en difficulté sur tous ces patients qui ont entre 60 et 75 C'est ans. ça. Où justement, la filière gériatrique n'intervient plus. Et donc, la PPA, on se retrouve parfois avec des situations super complexes qui sont C'est d'ailleurs ça. pas plus psychiatriques. Mm. Et une fois qu'on a fait l'évaluation, on aura derrière, il n'y a plus personne. C'est ça. Et c'est vrai que ces patients qui ont des pathologies vieillissantes, chroniques, souvent ce sont des personnes qui sont connues en fait du secteur depuis leur plus jeune âge, voilà. Et cet accompagnement-là, bien souvent, en fait, ces patients-là, on les voit pas beaucoup, nous, sur le domicile ou sur le territoire, parce que soit EHPAD, ou soit ils sont encore dans les lits de psy, ou soit ils sont en Belgique. Ouais. Donc du coup, c'est un peu plus, enfin, on les voit pas beaucoup. Alors que là, en fait, on a vraiment de nouveaux, en fait, de nouveaux patients avec des pathologies tardives. Et par exemple, de la démence et corps de Lévy, elle se manifeste très souvent avant 70 ans. Oui, 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 oui. Oui, ou une DFT. Ouais. Après, pour ces pathologies, enfin, pour la maladie à corps de Lévy, on a aussi l'équipe mobile maladie à corps de Lévy, territoire. Oui, oui. Et la non. L'équipe mobile maladie à corps de Lévy, Ouais. sur quelle. L'équipe mobile diabète de type 2. Ça, je sais pas trop. Mais maladie à corps de Lévy, oui, il y a une équipe en fait qui a vu le jour et c'est cette équipe, je sais qu'elle intervient sur le 19e. Après son territoire d'exercice exact, je me rappelle plus trop. Mais oui, on peut les solliciter et ils interviennent à domicile et aussi en proche banlieue. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Donc je sais bien que on est quand même bien loti pour certaines choses, mais en parallèle, on n'a pas non plus de lit fléché psychiatrie sujet âgé sur le GHU par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien aussi avoir. Donc Il n'y a plus les lits. non, il n'y a pas. Avant, il y avait des Montfort, il y avait des lits. Là. Ouais. Mm. Mais non. Mm. Ah, il y a des lits à Charlevoix. Ouais. Vraiment Julien, au final. De toute façon, il est en train de bouillir, là. Il y a eu le lycée. C'est compliqué. On pouvait là. Même avec Samuel. Mais il est parti, c'est mieux. Ah, il n'est pas resté à Charlevoix? Oh. Il a fait la suite, alors. Personne. Ah oui? Ah, d'accord. On a fait une demande, on n'a pas de retour, donc je comprends. Ouais, Ok. c'est sûr, quand même. Ouais, ok, d'accord. Je crois que c'est Philippe Fossati qui fait l'intérim. Fossati, ah oui. Donc oui, il y a une problématique quand même. Il n'y a plus de charme de soi pour l'instant. Oui. Je me permets quand même pour le plaisir. Mm. Je suis content de savoir qu'il y a 32, 33 équipes Mm. de personnes âgées, mais s'il n'y a pas de lit d'aval, derrière, notamment des spécialisés gérontologiques, on ne peut pas se passer des lits d'hospital. Mais non, on peut pas. On est tous Mm. d'accord que l'ambulatoire présidentiel et que ça. Mais on peut pas, ouais. À un moment donné, tu as besoin d'un lit. Le problème, c'est que sacrifier les lits, entre guillemets, pour créer de l'ambulatoire, y compris des équipes mobiles, qu'on va faire flagrant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, même si on se les mélange et qu'elles se croisent beaucoup, visiblement, t'as plus le lit, ben, effectivement, vous êtes embêtés après. Mais oui, après, enfin, moi, j'avais pas notion, en fait, qu'il y avait un sacrifice de lit pour développer des équipes mobiles. C'est un sacrifice au sens gestion, enfin, non de lit. C'est un sacrifice au nom de carence de personnel médical et pas de personnel paramédical. Tu crées des équipes mobiles et du coup, tu as un flux. Et j'en ai fait Charlevoix, on fait les frais. Tu as un flux de gens qui vont effectivement travailler. Ah, bah oui, ils préfèrent. Tout à fait respectable. Comme tu as une carence de médecins, tu n'as plus personne pour bosser dans les services de soins. Ouais. Et du coup, tu te retrouves coincé avec effectivement des équipes mobiles qui, elles, sont coincées aussi. Oui, on n'a pas de lit. Tout à fait.
des pièges. Hein. Puis avec une volonté, peut-être ça, de diminuer les lits aussi de l'administration, ça coûte quand même beaucoup plus cher que les équipes mobiles. Hein. Oui, puis il y a un effet de demander une petite unité pour des patients chroniques, insortables, enfin, entre guillemets, s'ils avaient trop de troubles de comportement et qui revenaient d'EHPAD, et ils allaient de l'EHPAD à l'autre, et donc il y avait une petite unité, on m'a dit, bah non, demander une équipe mobile parce que c'était à la mode. Enfin, je veux dire que c'est plus facile d'obtenir une équipe mobile plutôt que organiser. Ouais, sauf que, les budgets sont fléchés, mais le virage ambulatoire, il est censé permettre de faire des économies. Oui. Parce que Après, je sais que même pour les plus jeunes, je sais que par exemple sur l'hôpital de Villévrard, ils ont créé une HAD, création à domicile en fait de personnes directement en fait en psychiatrie. Donc, mais voilà, moi je suis d'accord avec vous. Je pense pas que qu'on puisse déshabiller Paul pour habiller Jacques, en gros, parce que effectivement, normalement, on a besoin de lits. On a besoin de lits, pas tout le temps, c'est vrai, mais parfois on en a vraiment, mais vraiment besoin. Donc du coup, ce qu'on fait nous, c'est que quand il y a besoin d'une hospi d'un patient, et ben on contacte du coup les centres, l'hospi du territoire. Donc sur nos 4 secteurs psy, non, psychiatrique. Psychiatrique. Ouais, parce que parfois on a besoin quand même de lits psy, donc on fait ça. Ou souvent on demande des hospices programmés en gériatrie, ça c'est effectivement c'est là qu'on le fait le plus. Mais pareil, on n'a pas de réponse parce que souvent c'est Corentin-Selton, Charles-Lefoy, Bretonneau et ils n'y arrivent plus quoi. Et avec le privé, Bah, c'est ça. Alors le privé c'est quelque chose qu'on essaye de Rochebrune, hein, de Garches. Ouais, donc ça c'est quelque chose qu'on essaye aussi, mais pareil, ils sont pleins. Bah, ils sont. Ça dépend du patient. Exactement. Donc là, on réfléchit effectivement on réfléchit là actuellement à créer peut-être des partenariats avec des cliniques, hein. Parce que souvent à Dicto, ben, les orientations, c'est vers des cliniques. Donc du coup, on se dit, parfois ils prennent des personnes âgées, donc voilà. Malheureusement, après, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on réfléchit en tout cas pour nos patients qui en auront besoin, quoi. Mais ouais. Super. Bon, bah, alors merci à vous qui êtes là, merci à vous qui étiez connectés et merci infiniment à Sita Galpo, Avec plaisir. c'est génial.